Bien, bonjour et bienvenue pour ce grand thème CEO, le monde informatique dédié à l'IA, où nous allons parler souveraineté, nous allons parler des enjeux géopolitiques autour de l'IA et de la réglementation. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir en plateau Philippe Latombe, le député Philippe Latombe, qui est député de la première circonscription de Vendée depuis 2017. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors avant de parler d'IA, de régulation, de souveraineté, déjà en tant que député, est-ce que vous utilisez l'IA ? Alors oui, je l'utilise pour m'amuser d'abord. Oui. J'ai changé mes photos sur les réseaux sociaux en utilisant l'IA générative. J'ai trouvé ça rigolo, ça met un peu d'humour là-dedans. Donc c'est pas vraiment votre photo en fait ? Non, c'est pas vraiment une photo. Pas partout en tout cas. Sur le site officiel, oui, mais pour le reste, sur Signal comme sur d'autres applications, non. Et puis je m'en sers pour voir quelles sont les différentes avancées. Je m'en sers pas pour rédiger ni mes amendements ni mes textes parce que je pense que d'abord, je n'ai pas été élu pour ça. Et deuxièmement, parce que j'aime bien pouvoir maîtriser totalement ce que j'écris et ce que je porte comme amendement. Et il y a quand même des hallucinations dans l'IA générative qui font qu'il peut y avoir des erreurs. Et donc, pour l'instant, je passerai plus de temps à corriger ce qu'il produit qu'à le faire moi-même. Ça vous a bluffé un peu quand même ? Ça commence à devenir très très intéressant. Les premiers essais, on avait fait plusieurs essais avec d'autres collègues et puis d'autres spécialistes. On demandait comment est-ce que des crocodiles pouvaient éventuellement marcher sur Terre avec des jambes. Ils nous répondaient que c'était pas possible, mais qu'ils pouvaient aller sur la Lune. Donc maintenant, c'est plus possible. C'est-à-dire que les nouvelles générations sont de très haut niveau. Ça pose d'ailleurs des vraies difficultés de régulation, je pense qu'on en parlera, parce que pour un certain nombre de sujets, on n'est pas forcément capable de savoir ce qui est vrai ou faux, ou ce qui est très vrai ou partiellement vrai, donc il y a quand même des vérifications à faire. Donc pour vous, il faut réguler. Il faut qu'on régule, alors pas forcément de façon brutale, il faut qu'on ait une régulation souple dans un premier temps, parce que justement c'est une technologie qui évolue beaucoup, qui évolue très vite, et sur lequel en plus si le législateur, avec sa lenteur habituelle, et je m'auto-flagelle en disant ça, le législateur, il n'est pas fait pour aller à la vitesse de l'innovation technologique. Ouais, il ne faut pas freiner l'innovation. Il ne faut pas freiner l'innovation, et puis il faut qu'on se rende compte des cas d'usage, des cas où ça pose problème, un certain nombre de choses. Oui, il y a des grands principes qu'il faut qu'on puisse poser. Ça, c'est du domaine du législateur. Et ensuite, il faut qu'on voit comment est-ce que, dans l'usage de tous les jours, de la réglementation souple, faite par une autorité administrative indépendante, faite par des régulateurs de ce type-là, peuvent accompagner et le développement des usages et les innovations, et qu'ensuite le législateur ne soit là que pour solidifier, rendre inscrits dans des codes des choses qui sont vraiment posées, acceptées par tout le monde et qui font l'unanimité. Il vaut mieux accompagner, canaliser, maîtriser plutôt que de stopper, c'est un peu le... Oui, et puis le vrai souci, c'est qu'il faut qu'on soit aussi en capacité d'avoir des champions européens qui nous permettent justement de pouvoir accompagner la régulation. On s'est bien rendu compte avec les réseaux sociaux qu'on avait laissé passer le ballon et on n'a pas arrêté de courir après le ballon de la régulation des réseaux sociaux, tout simplement aussi parce qu'on n'avait pas les champions des réseaux sociaux sous la main pour pouvoir leur dire ça, c'est pas conforme à nos valeurs, ça ne marche pas. Convoquer un Elon Musk, c'est quand même beaucoup plus compliqué que... Compliqué, en effet. Voilà, donc il faut qu'on ait ces champions pour qu'on puisse aussi avoir la possibilité de réguler. Alors, j'ai l'impression qu'on a un peu perdu la bataille du cloud. Est-ce qu'on peut gagner celle de l'IA ? Alors, je ne suis pas défaitiste sur la bataille du cloud. Je pense que, de toute façon, il faut être très clair. Et c'était une erreur, je le dis clairement, c'était une erreur des gouvernements précédents, d'avoir considéré que le cloud s'était perdu et qu'il fallait qu'on se concentre sur les deux nouvelles grosses briques, qui étaient l'intelligence artificielle et le quantique. On était plusieurs à avoir dit à l'époque à Cédrico que sans le cloud, on n'aurait pas l'IA ni le quantique. Et donc, il fallait absolument qu'on se batte sur le cloud. Et on a eu beaucoup de mal à le faire. Ça a commencé à fonctionner quand Secnum Cloud est arrivé, sous l'égide de l'ANSSI et de Guillaume Poupard. Oui, c'est compliqué en ce moment en Europe parce qu'on est assez minoritaire sur cette position de la bataille du cloud, mais je pense qu'elle n'est pas perdue. Il ne reste qu'à voir ce que Xi Jinping est venu faire en Hongrie très récemment. Il est venu en France d'abord, puis ensuite il est allé en Hongrie, puis ils ont annoncé avec le président hongrois qu'ils allaient créer une joint venture chinoise ou sino-hongroise, je ne sais pas comment on dit, qui permettrait de répondre à la question de la localisation des données en Europe, mais qui serait utilisée par les entreprises chinoises, et notamment par TikTok. D'accord. Donc ça veut dire qu'on pourrait avoir un cloud sino-hongrois qui serait sous technologie d'Alibaba et qui serait possiblement en train d'héberger les données de santé de nos concitoyens européens. Ben non.
Voilà, donc je pense que la bataille, elle n'est pas finie, oui, mais elle va reprendre. Ce qui prouve aussi, c'est qu'on pousse aussi la Chine à s'adapter aussi. C'est l'autre aspect un peu de la médaille, quoi. Oui, on les pousse à s'adapter, mais on avait déjà commencé, parce que je vous rappelle que pour les Jeux Olympiques de Paris, c'était justement Alibaba qui était censé être le cloud de référence pour l'ensemble des JO. On y a quand même mis un peu le holà et délicat. On a mis des couches de sécurité et on n'a pas tout mis sur le cloud d'Alibaba parce qu'il n'en est pas question. D'accord. Alors si on revient sur le sujet de la souveraineté, hein, c'est le sujet sur lequel vous travaillez. Déjà, j'aimerais avoir votre définition de la souveraineté. De quoi parle-t-on pour vous? C'est quoi la souveraineté? Quand on parle de souveraineté du cloud, souveraineté de l'IA, de quoi parle-t-on? Alors, c'est une notion un peu complexe. J'avais rendu un rapport au président de l'Assemblée il y a quelques années sur le sujet. On avait quasiment passé la moitié du rapport et des auditions à essayer de définir le mot de souveraineté numérique. Ça satisfaisait pour partie les juristes, mais ça ne satisfaisait pas les économistes. Et quand on introduisait des notions économiques dans la définition, ça satisfaisait les économistes et plus les juristes. Donc on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y a pas de définition qui soit commune à tout le monde. Pour vous, qu'est-ce qui est important? Alors, voilà, ce qui est important, c'est dans la souveraineté, c'est la capacité à faire un choix et à conserver cette capacité à faire un choix. Il se peut qu'à un moment, je n'ai pas la technologie qui me permette de répondre à mes besoins. Et bien, je fais le choix d'abandonner une partie de ma capacité à le faire au profit d'un fournisseur étranger. Mais il faut que je puisse m'en débarrasser et revenir à une solution qui me permet de faire un choix. Je prends un exemple très concret. VMware a été racheté par Broadcom, a multiplié le prix des licences par un prix pharaonique. Oui. La plupart des gens qui utilisent VMware se sont retrouvés coincés à ne plus avoir le choix que de payer la licence. Ben, là, aujourd'hui, on n'est pas souverain quand on fait ça. On n'a plus cette liberté de choix, on n'a plus la capacité de changer de système quasiment tout de suite. Alors avant, on reprochait le fameux vendor locking, de verrouiller un équipementier, bien souvent, ou un éditeur de soft. Aujourd'hui, on peut parler quasiment de cloud provider locking, c'est-à-dire cette idée d'adhérence, quoi, en fait, de pouvoir se détacher, et d'abord de maîtrise, et ensuite de pouvoir se détacher, de réversibilité, quoi, en fait. Vous avez raison, quand 83% du marché européen appartient à 3 hyperscalers, et que ces hyperscalers ont des tarifs de sortie, des egress fees très importants, oui, il y a de l'adhérence et il y a de la dépendance. C'est aussi pour ça que le DMA est arrivé par là, et que nous avons, dans la loi SREN, pousser le curseur un peu plus loin pour enlever les egress fees, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus ces vouchers, ces espèces d'avoirs pour permettre de locker les startups dès le début sur des cloud providers qui soient des cloud providers américains et que du coup, in fine, ces cloud providers fassent l'acquisition de ces startups. Alors vous êtes intéressé, si on reprend un peu ces hyperscalers, bien souvent américains, vous êtes beaucoup penché, vous avez écrit sur les sujets de transfert de données entre les États-Unis et l'Europe. Et en fait, la mainmise des États-Unis sur les données, pour plein de raisons, avec des raisons de sécurité nationale, notamment venant des US. Alors qu'en est-il aujourd'hui de ce combat? Parce que je pensais, alors que vous aviez été débouté, vous aviez demandé l'annulation de l'accord transatlantique autorisant le transfert de données entre les États-Unis et l'Europe, je pensais que vous aviez été débouté, mais... Non, la procédure est toujours en cours. En fait, j'avais déposé 2 procédures pour faire l'équivalent en droit français. J'avais fait un dépôt de référé-suspension. Donc, j'avais demandé au tribunal de suspendre l'application du DPF, l'accord transatlantique. Et j'avais fait une demande d'annulation au fond. La demande de référé n'a pas été acceptée par le tribunal, mais le jugement a été renvoyé au fond. C'est un peu comme le Conseil d'État quand on lui pose la question. Oui, tout à fait. Parce que le référé n'a pas été accepté, parce qu'il y avait déjà des transferts transatlantiques qui se faisaient sans un accord transatlantique. C'est l'ensemble des suites du Privacy Shield et du Safe Harbor. Et donc le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas d'urgence à statuer et qu'il fallait renvoyer au fond pour examiner. D'accord. Et moi, ça me va bien, parce que depuis que j'ai déposé la procédure, les Américains ont quand même voté un renforcement du fameux FISA, le texte qui leur permet de faire du renseignement, de l'intelligence en dehors des frontières américaines. Et ils l'ont renforcé de façon très très significative, ce qui fait que, très clairement, le DPF, l'accord transatlantique, n'est plus conforme. Il ne l'était déjà pas, mais avec le FISA renforcé, il n'est clairement pas compatible avec la jurisprudence du Conseil de la Cour de justice de l'Union. Et donc je demande à la Commission européenne de le modifier parce qu'aujourd'hui, elle a pris une décision d'accord d'adéquation sur la base d'un ancien FISA, avec une promesse américaine de ne pas y toucher.
on voit bien que les Américains n'ont pas forcément tenu leurs promesses. Le parallèle n'est pas vrai. Donc du coup, en fait, vous avez bon espoir là. C'est une procédure qui est longue. C'est une procédure qui est moins longue que la Cour de justice de l'Union parce que c'est la première instance. J'ai toujours une question de recevabilité sur la procédure. C'est renvoyé au fond. On aura une décision très certainement d'ici l'été. Alors, pour vous, quels sont nos moyens d'action? C'est-à-dire comment renforcer en fait notre position de souveraineté dans l'IA ou dans le cloud, puisque la guerre n'est pas perdue. Quels sont pour vous les moyens d'action? Qu'est-ce qu'il faut faire? Sur quel levier agir? Alors, sur le cloud, clairement, on est aujourd'hui sur 2 sujets qui sont des sujets juridiques. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que la Cour de justice se prononce sur le fameux DPF et sur l'immunité aux règles extraterritoriales non européennes, qu'elles soient américaines, chinoises, russes, turques, on s'en fiche, mais toutes les règles extraterritoriales, parce que nous avons posé un cadre qui est le RGPD, nous avons posé des cadres sur le Data Act, et nous avons besoin de faire respecter ces règles. On n'a pas adopté démocratiquement ces règles pour ensuite les piétiner en donnant c'était la réponse de l'Europe justement voilà. À l'époque. Donc il faut qu'on continue dans cette logique-là et ça nécessite du courage politique. Et c'est la même chose sur l'IA. Sur l'IA, il faut que nous ayons le courage politique de continuer à promouvoir l'innovation et de réguler à notre façon et de réguler en appliquant ces règles aussi aux entreprises qui proviennent d'autres pays en dehors de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on ne doit pas laisser les règles européennes uniquement pour les entreprises d'IA européennes, mais il faudra qu'on les applique à Microsoft, à OpenAI, à tout le monde. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on nous ne refassions pas ce que nous avons fait avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire penser que parce que nous avions une règle, elle allait s'imposer à tout le monde sans sanction et sans hausser le ton. Et on voit bien sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, que la Commission européenne hausse le ton et obtient des succès. D'accord. Alors du coup, quelles peuvent être les initiatives gouvernementales dans ce domaine? Qu'est-ce que devrait faire en fait le gouvernement? Alors sur le domaine du cloud, il faut qu'on continue la bataille sur EUCS, le schéma de certification, pour qu'on puisse imposer le fait que SecNum Cloud, qui est notre vision à nous, Français, de la protection des données dans le cloud, continue à exister, et même soit la règle pour l'ensemble de l'Union. Et je pense qu'il y a une voie de passage, petite, mais il y a une voie de passage. Il faut qu'on arrive à convaincre nos pays partenaires européens. Sur l'IA, il faut qu'on ait à la fois la volonté de promouvoir l'innovation, d'avoir des champions de l'IA, mais pas que des champions français. Pas que des champions, c'est-à-dire on n'est pas que sur les licornes, par exemple. Non, on doit surtout pas faire que les licornes, il faut aussi qu'on développe tout ce qui est l'IA open source. Il faut qu'on arrive à favoriser le fait qu'il y ait des émergences de modèles d'IA qui viennent de l'open source. Parce que les entreprises peuvent à un moment ou à un autre avoir des stratégies commerciales, des stratégies économiques différentes de celles dont les États peuvent avoir besoin. Et on voit bien qu'aujourd'hui, l'État a très envie de pouvoir utiliser l'IA pour fluidifier sa relation avec les usagers, pour aider les usagers à se retrouver dans le maquis de réglementation. Et si on est loqué avec une seule entreprise, on va créer de fait un monopole d'État par une entreprise privée et ça peut nous poser des problèmes à l'arrivée. On a besoin de faire émerger des solutions open source. Et puis l'avantage des modèles open source, c'est qu'ils n'ont pas forcément besoin d'avoir des rentabilités économiques tout de suite. Et donc, ils peuvent se projeter sur des usages de plus long terme. Ils peuvent prendre un peu plus de temps. Ils peuvent utiliser des schémas pour arriver aux usages un peu différents de ceux des entreprises privées. Et donc, ça a aussi une capacité d'innovation relativement forte. Sans pour cela imaginer que l'open source est libre et gratuit. C'est aussi, non, c'est pas que libre et gratuit, mais l'avantage de l'open source, c'est qu'en plus, on diffuse la culture, on diffuse les écritures, et donc c'est très intéressant pour stimuler une création. Et que pensez-vous du comité IA lancé par le Premier ministre? C'est une bonne initiative justement pour travailler sur ce sujet autour de l'IA et du leadership français? Oui, c'est une bonne idée parce que ça permet aussi à la sphère publique de se confronter avec le secteur privé et avec les chercheurs sur ces domaines-là, parce que c'est un domaine qui vient d'arriver et pour lequel l'État s'interroge de savoir s'il doit réglementer, réguler, s'il doit l'utiliser, comment. Enfin, l'État est un peu perdu. Un ministre avait dit qu'il y avait certaines administrations qui étaient des mammouths. L'État est un vrai mammouth et donc il se meut avec temps, avec lenteur. Et l'IA est quelque chose qui est très rapide et qui bouscule. Et donc, il faut pouvoir l'intégrer assez vite. Et pour ça, comme il n'y a pas d'école d'IA pour les hauts fonctionnaires, pour les administrations centrales, c'était bien d'avoir ce comité. Il a rendu des premières recommandations.
Maintenant, je pense qu'il faut qu'on passe à un stade un peu différent, c'est qu'il faut qu'on intègre l'IA directement dans les politiques publiques. Ce n'est pas suffisamment le cas encore. Il y a des métiers qui vont forcément beaucoup changer à cause de l'IA. On n'a pas tiré ces conséquences-là sur la formation professionnelle continue tout au long de la vie de tous les salariés. On ne l'a pas intégré dans le parcours des salariés qui pourraient à un certain moment être au chômage, devoir passer 2-3 ans de formation pour retrouver un job. Et ces moments d'activité économique avec des trous vont poser des problèmes pour la retraite, pour la sécurité sociale, pour un certain nombre de choses. Et il faut qu'on arrive à intégrer l'IA dans les politiques publiques. Et donc, on a besoin que l'IA soit directement intégrée dans l'État. Et en fait, il faudrait qu'on revienne à un ministère du numérique qui intègre l'IA, qui soit un ministère de plein exercice et qui ne soit pas simplement dépendant de Bercy, du ministère de l'économie, mais qui soit vraiment un ministère de plein exercice directement sous le Premier ministre avec une administration. D'accord, mais en fait, si justement, là vous le dites, l'IA est en train de transformer en profondeur la société. Ce n'est pas qu'une transformation technologique, c'est même une transformation de la société dans son ensemble. Parce qu'il ne faut pas le ministère, enfin un ministère dédié, quoi. Là, vous parliez de rattacher au numérique, mais on est au-delà de la transformation purement technologique. Oui, mais parce qu'on voit aujourd'hui le ministère du numérique comme étant simplement un ministère de la technologie. Oui. C'est pas vrai. Et de la réglementation. Et de la réglementation, un peu, et encore pas trop, parce qu'une partie de la réglementation est déléguée à d'autres ministères. Oui. Il faut qu'on ait un vrai ministère du numérique, qui soit le ministère qui irrigue la totalité de la politique numérique, y compris l'IA, mais gestion des données aussi, cybersécurité également. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un ministère global qui intègre au moins 3 grandes familles de sujets. Si on fait un ministre spécial IA, faut qu'on fasse, vu le contexte géopolitique actuel, il faut qu'on fasse un ministre de la cybersécurité, parce qu'on en a absolument besoin. Je pense que tout ça est tellement imbriqué qu'on peut faire un ministère global avec une administration dédiée. On y rattache la DINUM, on y rattache la direction du numérique en santé, on y rattache l'ANSSI, on y rattache toutes les personnes qui travaillent sur l'IA au sein de l'État, et on fait un ministère à part entière qui sera chargé, à chaque fois qu'il y a un texte réglementaire ou un texte législatif ou une décision de politique publique, de voir comment est-ce qu'on y intègre bien le numérique dans son ensemble, c'est-à-dire la cybersécurité, l'IA, la gestion des données, etc. Vous pourriez être candidat ? S'il y avait un tel ministère, oui, mais je pense qu'il n'est pas encore tout à fait mûr, donc non. Vous pouvez postuler. Et juste sur le sujet de l'IA aussi, il y a une dimension éthique. Est-ce que vous pensez qu'il faut la prendre en compte aussi, ou alors est-ce que l'éthique, justement, ce n'est pas des freins tout simplement qu'on se fixe et au lieu de parler d'éthique, il faut avancer ? Alors oui, nous avons besoin de mettre de l'éthique, nous avons besoin d'écrire un certain nombre de choses. On avait de façon transpartisane, Assemblée et Sénat, travaillé lors de la réforme constitutionnelle de 2018, on était 10 députés, 10 sénateurs, sur une charte du numérique, et on avait intégré l'IA dedans. C'est pas allé au bout, parce que la réforme constitutionnelle n'est pas allée au bout. Je pense que c'est maintenant qu'il faut qu'on puisse le mettre, qu'on puisse remettre l'ouvrage sur le métier, qu'on puisse retravailler sur le sujet. C'était transpartisan, tous les groupes politiques étaient représentés, l'Assemblée et le Sénat, c'était vraiment un travail parlementaire. Pourquoi il faut qu'on le remette maintenant ? Parce qu'il faut qu'on arrive à donner à l'être humain sa place dans ce qui est le bouleversement qu'apporte l'IA. Et donc nous avons besoin très certainement de pouvoir redire que l'être humain est fondamental et doit être celui qui prime. L'IA n'est qu'un outil, et si on doit choisir un moment ou un autre entre l'IA et l'homme, c'est systématiquement l'homme qui revient. Et donc pour ça, on a besoin de le protéger, on a besoin très certainement de le mettre dans notre au moins dans une charte du numérique qui serait accrochée à la Constitution, et peut-être même de le mettre dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, parce que c'est une vraie valeur européenne, à la différence de ce que les anglo-saxons ont tendance à voir comme mode de fonctionnement. Donc je pense qu'il faut absolument qu'on puisse le faire. Et si une telle initiative peut être lancée, évidemment, j'y prendrai ma part et je vais essayer de la pousser. J'ai trouvé dommage que ce qu'on avait fait en 2018 soit tombé dans les oubliettes. Je pense que c'est le bon moment pour le ressusciter. Donc c'est remettre l'humain au centre. C'est ça. Est-ce que c'est votre prochain combat, ou est-ce que vous avez d'autres combats en tête, monsieur le député ? J'ai toujours mon combat sur le cloud et sur les données, ça ne changera pas. Il reste en fond de jeu, voilà, je le mets en tâche de fond. J'ai un combat très, très rapide et très urgent qui est le fait d'obtenir du gouvernement que nous puissions travailler sur le texte de transposition de la directive NIS 2 le plus vite possible, et pas qu'on attende septembre ou même octobre, parce que ça sera trop tard. Les entreprises ont besoin de visibilité. Et on a besoin en plus de commencer collectivement à monter, parce qu'on voit que les cyberattaques sont de plus en plus fortes et qu'elles soient de plus en plus
grâce à l'IA d'ailleurs, Ouais. ou à cause de l'IA, Ouais, plus sophistiquées. C'est la guerre des machines, Voilà. elles sont générées par l'IA et combattues grâce à l'IA. Voilà. Et donc, ce qui apparaissait comme de la science-fiction dans un certain nombre de films d'il y a 10 ou 15 ans est la réalité aujourd'hui des attaques cyber. Et donc, nous avons besoin collectivement de remonter notre niveau de jeu, rehausser notre niveau de jeu. Les collectivités ont besoin d'être accompagnées sur le sujet. Donc, il faut vraiment qu'on ait quelque chose de long terme. Et le fait de faire une transposition quasiment à la dernière minute, c'est pas acceptable. Donc, il faut absolument qu'on puisse le faire. Donc, sur NIS2, les entreprises, je pense, commencent à être sensibilisées, mais ça reste flou. Hein, ça reste flou. Les entreprises sont sensibilisées à des niveaux, au niveau national, c'est sûr. Sur des niveaux de grands dirigeants, de grandes entreprises sur les territoires, oui aussi. Sur les PME ETI aujourd'hui, vous demandez à un chef d'entreprise s'il a entendu parler de NIS2, quasiment pas en fait. Or, ce sont ces entreprises-là qui vont devoir s'adapter peut-être le plus parce qu'ils n'ont pas de DSI comme les grosses entreprises, n'ont pas de RSSI comme les grosses entreprises. Et donc, il va y avoir. Et puis, il y aura la crainte de la sanction qui va faire qu'un peu comme le RGPD au moment où on l'a mis en place, tout le monde s'est affolé en se disant « ça va me tomber dessus, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Ça va me coûter très cher ». Et en plus, j'ai très peur que nous ayons des petites officines de conseil qui émergent pour aider à l'application de NIS2 qui en fait servent à rien et que du coup... C'est opportuniste. Mais voilà. Bon. Mais si on peut le faire avec beaucoup plus d'avance, il faut le faire. Et donc, c'est le combat des quelques semaines qui viennent. Mais c'est peut-être rendre intelligible aussi NIS2 justement aux TPE, PME. C'est-à-dire quand vous leur parlez cybersécurité, de résilience de l'activité, c'est peut-être plus compréhensible et intelligible. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait un texte qui soit évolutif, mais qui nous permette de tracer les perspectives pour pouvoir ensuite faire des réunions publiques, pour pouvoir expliquer, pour aller voir les entreprises, prendre son bâton de pèlerin, chacun d'entre nous, aller voir nos organismes patronaux sur les territoires, pour leur dire NIS2, c'est pas une fatalité, c'est même justement fait pour vous protéger votre activité, protéger vos salariés, parce que si vous faites attaquer, tous vos salariés vont se retrouver pour partie au chômage technique, et c'est pas acceptable. Donc voilà, ces quelques semaines qui viennent, ça va être là-dessus, et puis l'IA arrive à toute vitesse, il faudra vraiment qu'on se pose la question de l'éthique et de l'utilisation dans la sphère publique. Je n'ai pas envie que l'IA serve simplement à remplacer des guichets humains. Oui. Il faut qu'on fasse autre chose. Moi, sur mon territoire, en Vendée... Oui, justement, ce sont des sujets sur lesquels vous discutez autour de l'IA en Vendée, en territoire vendéen. Alors, sur l'IA, oui, parce que tout le monde utilise ou voit ce qui se passe avec les deepfakes, avec ce genre de choses. Donc, il y a cette partie, j'allais dire, ludique ou inquiétante de l'IA. Les chefs d'entreprise sont de plus en plus sensibilisés sur des IA très techniques, par exemple sur du contrôle qualité. J'ai beaucoup d'industries chez moi, et donc le contrôle qualité en bout de chaîne peut être assez facilement fait par de l'IA. Vraiment appliqué au métier. Appliqué au métier, et même pour des tâches qui sont des tâches manuelles assez rébarbatives. Je pense à des conserveries de poissons qu'il y a encore en Vendée de façon importante. Quand on travaille à regarder si la boîte avec les sardines est bien dans le bon sens, si le niveau d'huile est au bon niveau et qu'on fait tout ça dans des atmosphères contrôlées à 6 degrés, ce ne sont pas les conditions les meilleures pour les salariés pour pouvoir s'épanouir. Et on peut remplacer ces postes par de l'IA et transférer la compétence de ces personnes sur l'optimisation de la chaîne de production, sur des nouveaux projets, sur ce genre de choses. Et l'IA va changer les métiers, mais va en générer des nouveaux et va permettre à des métiers qui étaient apparemment indispensables de disparaître, mais ces compétences chez ces personnes vont pouvoir être utilisées différemment dans l'entreprise. Et donc on a besoin de continuer sur ce sujet-là. Et vous sentez aussi un petit stress au niveau de la cybersécurité de plus en plus ? Oui. La plupart des entreprises qui ont des clients qui sont soumis déjà à NIS, qui sont des sous-traitants de grandes entreprises, qui sont par exemple sous-traitants d'Airbus, forcément sont impactés par la cybersécurité et forcément se posent beaucoup de questions. Et puis, de plus en plus, les entreprises se font attaquer et quand on a l'entreprise voisine qui se fait attaquer, on se pose la question de « c'est quand mon tour ?» Oui, c'est quand mon tour. C'était pas le cas voilà, auparavant. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà. Je pense que tout le monde sait qu'il va se faire attaquer un jour ou l'autre. La question, c'est quand. Et la deuxième question, c'est est-ce que je suis en capacité de refonctionner, de reprendre vite. De reprendre l'activité. Juste puisque vous êtes sur le sujet de la cybersécurité, vous êtes confiant vis-à-vis des JO là, sur ce sujet cyber ? Non. Non, pourquoi ? Parce que la France va être le centre du monde pendant quasiment un mois et demi, dans un contexte géopolitique extraordinairement compliqué. On a 3 grandes zones d'affrontement qui sont des affrontements durs. Évidemment, il y a l'Ukraine. Évidemment, il y a le Moyen-Orient et il y a une résurgence de conflit commercial avec la Chine. On l'a bien vu avec la visite de Xi Jinping qui ne s'est pas si bien passée que ça.
On a des groupes de hackers dans tous les coins qui vont avoir envie soit de se faire de l'argent, soit de passer des messages politiques ou des messages d'expression et qui vont être compliqués. Je prends l'exemple des Russes, il n'y aura pas de Russes à la cérémonie d'ouverture. Les athlètes ne pourront pas fonctionner sous la bannière russe, ils seront en bannière neutre. Je ne vois pas pourquoi des groupes de hackers russes ne s'en donneraient pas à cœur joie pour essayer de faire en sorte que la cérémonie ne se passe pas bien. Il en va de même sur des proxys de tous les pays du Moyen-Orient, vu le conflit qu'il y a. Et puis en Chine, on a quand même des bandes organisées qui ont envie de récupérer des données pour les revendre et se faire de la rançon et donc se faire de la monnaie. C'est le bon moment. On a la convergence de toutes les luttes, de tous les intérêts. Et donc, en face d'un tsunami, même si on a mis les plus belles digues, il faut qu'on soit en capacité de se dire qu'il y a des choses qui vont mal se passer, qu'il faut qu'on arrive à gérer la résilience. Voilà. Très bien. Merci, monsieur le député, sur cet éclairage sur l'IA, mais au-delà. Merci en tout cas, et puis ce serait un plaisir de vous avoir à nouveau sur ce plateau. Avec plaisir, merci à vous. Et nous, on se donne rendez-vous pour un prochain grand théma CIO, le monde informatique.